Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, en plein cœur de la Grande Rue, la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les deux pongouins, le vieux et le nouveau, qui sera bientôt inauguré. Je vais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux à Saint-Jean. Alors, vous regardez ce que vous voulez, il y a tout plein de conversations, dont celle-ci. J'ai reçu un cadeau. Notre avenir à tous. Ceux qui connaissent ça savent que c'est la Commission mondiale des Nations unies pour l'environnement et le développement. Et l'introduction est de Gro Harlem Brundtland, la présidente de la commission à l'époque. On remonte aux années 80. Et c'est un cadeau dédicacé à mon député Louis Lemieux, amitié, Roger Léger. Pas l'auteur, l'éditeur. Quand j'ai su qu'il avait édité ce livre-là, j'ai dit, « Monsieur Léger, venez me voir à mon bureau, il faut qu'on se parle. » On s'est parlé à mon bureau, dans le jardin, en fait. Et là, j'ai dit, « Venez me voir à Studio Saint-Jean, il faut qu'on se parle. » Bonjour, Monsieur Léger. Bonjour, Monsieur Lemieux. On a jasé une grosse heure et quelques dans mon jardin. Oui. Et j'avais encore envie d'en savoir davantage, mais je voulais surtout partager l'histoire avec d'autres. Vous êtes un petit nouveau dans le monde de l'édition, là, un petit jeune là, qui apprend le métier, là, c'est ça? Ça a commencé en 87, OK. 1987. J'avais enseigné au collège militaire jusqu'en 86 et j'étais déménagé à Montréal. Et j'avais pas l'intention de faire de l'édition du tout. J'avais commencé en mai 87 l'histoire de notre famille qu'un de mes frères avait écrite. Et ça s'était très, très, très bien vendu. Et j'étais intéressé depuis longtemps à l'écologie, à l'environnement, la nouvelle société qu'on devait essayer de mettre sur pied pour protéger la planète, la petite planète. Le développement durable. Le développement durable. Alors, j'apprends que la commission qui avait été créée en 1983 par l'Assemblée générale des Nations unies, il avait créé la commission pour l'environnement et le développement, et c'était Mme Gro Harlem Brundtland, qui était première ministre de la Norvège, qui a été nommée présidente. Et moi, ça m'intéressait, l'écologie, l'environnement. Alors, c'est seulement qu'en décembre 87 que j'ai pu me libérer un peu pour appeler à Ottawa et à Québec, au ministère de l'Environnement, et on m'a référé à Genève. On m'a donné le numéro de téléphone de la commission. Je ne voulais pas l'éditer, je voulais seulement voir où je pourrais m'acheter le rapport. Alors, ça a été une aventure. Donc, vous étiez vraiment parti en disant, moi, je veux lire le rapport de la commission Brundtland en français. En français. Puis là, vous cherchez ça, puis ils vous disent, va à Genève. Alors, j'avais appelé à Ottawa, puis c'était à Ottawa, le ministère, il m'avait donné le numéro de téléphone de la commission à Genève. Et j'appelle, et ça s'est fait très, très rapidement, et avec enthousiasme, parce qu'il n'y avait aucun éditeur français qui s'était pointé. En France, il n'y a personne, même il y avait un froid entre Mme Brundtland et le gouvernement français à l'époque. Vous verrez que les membres de la commission, il n'y a aucun membre de France, délégué par la France, sur la commission. Il y avait un froid entre Mme Brundtland et la société française, ou le monde français, le gouvernement, le ministère. Alors, on m'a donné immédiatement le droit d'éditer. Mais là, étiez-vous éditeur à ce moment-là? Pas du tout. Vous n'avez jamais édité? J'ai fait une revue pendant de 83 à 86. Mais vous n'aviez jamais édité de livre? Non, absolument pas. Donc là, vous dites, il n'y a pas d'éditeur, moi ça m'intéresse, je veux l'éditer en français, je veux les droits. Alors, il y a eu un cri de joie à Genève, dans le bureau. Mme Permato, je me rappelle, on est bien amis, m'a dit, appelez M. Bolgun, elle m'a donné le numéro de téléphone à Oxford University Press. Elle a dit, dites-lui que je vous donne les droits. Et parce qu'on avait donné les droits, les droits internationaux de toutes les éditions, dans toutes les langues, à Oxford University Press. Le rapport a été fait en anglais. Alors, j'appelle M. Bolgun au début de décembre 87. Et
Ça s'est fait rapidement au téléphone. Sauf que ça s'est fait rapidement, mais pour avoir entendu l'histoire au complet pendant plus d'une heure, c'était pas évident. Il y a eu des complications. Il y a eu toutes sortes parce que c'était mal traduit. Oui, c'est ça. Puis il y a eu toutes sortes d'aventures au travers de tout ça. Mais le fait est que vous avez été l'éditeur français pour toute la planète de ce rapport fondamental qui a changé la donne écologique. Là, je comprenais qu'en 87, même avant, que l'environnement, c'est un problème mondial et que la commission avait été créée pour faire le bilan des problèmes à l'échelle de la planète. Et suggérer une façon de voir les choses à l'avenir. Puis c'est là que le fameux concept de développement durable prenait sa source, là, ou en tout cas devenait concrétisé. Vous avez donc été de ceux qui étaient le fer de lance de cette philosophie-là, de cette façon de faire, façon de voir. Et bon, vous avez été pogné avec, entre guillemets, parce que il a fallu en refaire d'autres, là. Je veux dire, quand... J'ai fait en 88, on a travaillé, pour faire l'historique un peu. Donc, en janvier, j'ai obtenu les droits, j'ai signé un document avec la Oxford University Press, mais le rapport était mal traduit, extrêmement mal traduit, c'était pas publiable en français. Alors, devant ce fait-là, j'ai appelé à Genève, ils m'ont dit, c'est tout ce qu'on a comme document, c'est ce que vous avez, il faut que vous débrouillez avec ce que vous avez. Alors, j'ai fait appel à des amis. À l'époque, il y avait l'Union québécoise pour la conservation de la nature, Harvey Mead, qui était président. Et alors, j'ai appelé le vice-président, M. Gagnon, et je lui ai demandé de l'aide. J'ai dit, moi, j'ai 7 autres livres à publier d'ici 6 mois, dont ce fameux rapport-là, et il faut reprendre la tradition, il faut revoir la tradition de A à Z. Et c'était vraiment mal traduit, là. Il y avait à peu près 200 et 300 fautes par chapitre. On s'est mis 8 personnes. Il y a 12 chapitres dans le livre, dans le rapport. On s'est mis 12 personnes. Moi, je me suis réservé le premier chapitre puis le dernier pour revoir. Et j'ai envoyé mes corrections à Genève, puis ils ont publié. Le chapitre 1, c'est un résumé du rapport. Ouais. Donc, ils ont publié ça en français là-bas, en Europe. Et ensuite, il y a tout j'ai fait 3 éditions en 2 ans. J'en ai vendu. À l'époque, ça a écoulé beaucoup. C'est au Québec que ça s'est vendu le plus en français. Parce que j'étais en liaison avec tous les groupes à travers le Québec, environnementaux. À l'époque, 83, 84, 85, 86, je travaillais avec... J'avais une revue que je publiais. Revue Idées et pratiques alternatives, environnement, art de vivre, morale, société. À l'époque, on rêvait d'un autre monde. Les réalistes, il faut qu'ils rêvent d'un autre monde. Alors, donc, j'ai fait le rapport. J'ai fait 3 éditions en 2 ans. Et j'ai fait la 4e édition en 2005. Et à l'automne dernier, par exemple, je devais réimprimer 200 exemplaires parce que TELUC, la Télé-Université, prend le document comme cours, comme document pour le cours sur le développement durable. Donc, à ce jour, vous êtes encore celui qui a le droit d'éditer ce livre-là en français. Oui. C'est quand même quelque chose. Alors là, maintenant, moi, j'ai 91 ans. À qui je donne mes projets de livres que j'ai? J'ai des livres, j'en ai plusieurs, quelques-uns, que je vends surtout dans le réseau acadien, mais il y avait des livres comme ceux-là. Et le dernier projet en date, c'est la thèse de doctorat de M. Mathias Rioux, que tout le monde connaît, l'ancien ministre du Je l'ai croisé l'autre jour au Parlement. Il vient souvent au Parlement. Je vais le voir la semaine prochaine. Je vais passer quelques jours avec lui. Il m'a envoyé sa thèse, puis elle mérite d'être... C'est sur la Gaspésie. Alors, moi, je lui propose donc de faire l'édition de son livre, bientôt. Et ça suppose, puis la lettre que j'ai préparée pour notre premier ministre. Oui, parce que moi, quand j'ai vu que vous étiez l'éditeur, je vous ai demandé de m'en signer 2 autres, à part le mien. Un pour le premier ministre, puis un pour le ministre de l'Environnement. Il me semblait que ça allait de soi. Et vous avez gentiment signé les 2 livres, mais vous avez rajouté une lettre pour le premier ministre, que je vais lui porter d'ailleurs avec plaisir. La démarche pour vous, c'est encore le bâton du pèlerin. Un éditeur, c'est un activiste. Un activiste, c'est quelqu'un qui veut que les gens sachent. C'est de susciter des nouvelles idées ou de publier surtout des documents. J'en ai moins, à 91 ans, on a encore des projets, mais c'est l'énergie, c'est les fonds, etc. Alors c'est pour ça que si on peut trouver quelqu'un dans la région ici qui pourrait prendre le relève, moi je suis prêt à donner éventuellement, mais je suis encore prêt à travailler, j'ai encore toute l'énergie voulue pour
Vous êtes une petite jeunesse, M. Léger, là. Pardon? Vous êtes une petite jeunesse, là, quand même. Une petite jeunesse, oui. Ouais. Là, j'en ai encore pour 10 ans. Mais vous êtes sérieux, là? Vous cherchez quelqu'un pour prendre la relève, pour continuer parce que c'est pas une cause, mais c'est pas loin d'être une cause. Écoutez, c'est le problème le plus important sur Terre. Voilà. Et la recette est encore bonne. Vous le connaissez par cœur parce que vous l'avez édité, vous l'avez... La recette est encore bonne. D'année en année, on change d'approche, on change de... Ce qui a changé depuis 88, quand ça a été publié, le rapport Brundtland, en mai 87, à Oxford Press, la situation s'est dégradée. Deuxièmement, il y a eu d'autres études scientifiques qui sont parues depuis ce temps-là. Donc, la vision est différente aujourd'hui. Le problème est même plus grand aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Et on parle plus des gaz à effet de serre. On parle plus des gaz à effet de serre, mais même l'approche pour les gaz à effet de serre, ça devrait être une approche de développement durable. Le concept est encore bon. Oui. Ensuite, le chapitre 11 du rapport Brundtland, ils sont consacrés à l'effet des guerres. Les guerres les destructions qu'on fait chaque jour, chaque année, depuis, par exemple, 2001. C'est du gaspillage. On détruit le milieu. On a détruit la Syrie, la Libye, l'Irak et l'Afghanistan. C'est encore plus vrai aujourd'hui que ça l'était en 87. Ah oui, c'est encore plus urgent, plus absurde, la situation. Oui. On met des sommes énormes pour l'armement, alors qu'on devrait le mettre à la protection de la terre, à vivre autrement, à produire autrement. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la thèse de Mathias Rioux. Mathias Rioux vient de publier une thèse, il fait le bilan. Mathias Rioux, c'est l'homme des médias de l'époque, qui est allé en politique ensuite. Ministre du Travail pendant 2 mandats. Voilà. Et qui, à l'âge de je sais pas quoi... 84 ans, il remettait sa thèse de doctorat. C'est ça. 500 pages. Magnifique. Bravo, Mathias. Puis là, vous allez éditer ça. Je m'en vais le voir, là, je monte chez lui, là, mardi matin. Okay. Il m'a appelé hier après-midi. Il était à Saint-Anne-des-Monts. Il va rencontrer le maire et le directeur général et il me demandait de leur transférer la lettre que j'ai préparée pour notre premier ministre parce que je propose des choses pour la Gaspésie. La thèse de M. Rioux, il fait le bilan de toutes les interventions gouvernementales qu'on a faites depuis 40 ans en Gaspésie. Et vous avez pu lire dans les journaux, il y a une semaine à peine, comment le problème n'est pas réglé. La population décroît, les jeunes quittent la Gaspésie et on manque donc d'emploi. Donc, toutes les réformes qu'on a tentées, et M. Rioux a fait une magnifique description, une analyse j'ai hâte de lire ça. Réformes. Dépêchez-vous à l'éditer, j'ai hâte de le lire. Et moi, ce que je propose humblement, M. Rioux est tout à fait d'accord, puis hier l'après-midi, quand il m'appelait, il dit « Roger, je vais rencontrer le maire de la municipalité. » En Gaspésie, je fais part de la proposition, de ta proposition, puis ils sont enchantés, simplement de structurer l'État autrement, de faire une véritable décentralisation, de donner aux Gaspésiens les pouvoirs et les moyens de s'assumer, puis les moyens de s'assumer eux-mêmes, pas d'aller courir là, puis attendre les réponses des fonctionnaires, c'est loin la Gaspésie, à Québec. Donc on perd du temps, puis surtout le modèle. Le modèle qu'on a suivi, Einstein disait la démence, c'est de faire jour après jour la même chose et penser avoir des résultats différents. Ça fait 40 ans qu'on fait la même chose, on fait des réformes, mais c'est pas tout à fait le besoin. Il y a un modèle dont j'avais parlé dans la revue que je dirigeais à l'époque, de 83-86. C'est une expérience extraordinaire faite en Espagne dans les années 40. Aujourd'hui, c'est milliardaire. Les entreprises qui ont mis sur pied les caisses populaires qui ont mis sur pied la création d'emplois. En Espagne, c'est la seule région qui n'a pas subi de crise majeure. Parce que le reste de l'Espagne, oui, ils ont eu de la misère, mais pas cette région. J'aimerais faire venir, j'avais publié des textes à l'époque, puis je vais leur proposer, si jamais le projet aboutit, là j'ai écrit une lettre au directeur général de la ville, je vais lui envoyer demain parce que j'étais en train de la finaliser. Il faudrait peut-être faire venir les responsables, que la population du Québec et la Gaspésie particulièrement, qu'on connaisse l'expérience unique de Mondragon, ce qu'on appelle Mondragon. C'est un petit village au nord-ouest de l'Espagne. Alors, c'est ma motivation.
C'est la joie de vivre. Là, maintenant qu'on a fait le tour, pas de tous les détails, mais de l'ensemble de l'œuvre de votre édition et de ce livre-là, parlez-moi de vous un peu. L'Acadie continue de vous... j'allais dire hanter, mais ça ne vous hante pas, ça vous habite. C'est ça le vrai mot. L'Acadie continue de vous habiter, M. Léger. Oui. Quand on est jeune, à 20 ans ou à 15 ans, nos racines nous intéressent. On est intéressé à créer nous-mêmes notre vie, des racines. Moi, j'étais au Québec, donc je suis devenu québécois. Mais avec le temps, comme Québécois, bien sûr, je peux vous dire simplement ceci, c'est que je me suis posé la question, alors pourquoi le problème québécois-canadien? Pourquoi le problème... On vit ce qui arrive, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qui arrivait avant. S'il y a l'Église de l'Acadie, c'est parce que, à cause de ce qui est arrivé en 1755 à Grand Prix, donc la déportation des Acadiens. Le problème de la déportation des Acadiens, les causes de la déportation des Acadiens sont toujours là aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent. En 1965, les États-Unis demandent à la Grande-Bretagne de déporter les habitants des îles Chagos, c'est dans l'océan Indien, pas loin de l'île Maurice, parce qu'ils voulaient faire une base militaire. Ils ont été déportés. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y a pas autant qu'en... Mais encore aujourd'hui, on déporte des gens pour des raisons de pouvoir. Aujourd'hui, j'ai appris en faisant des recherches, par exemple, je prépare un livre sur... un petit livre, ça ne sera pas gros, là, que j'ai intitulé « Le génocide acadien » avec un point d'interrogation. Puis là, je fais l'histoire des génocides. Qu'est-ce qu'un génocide? Donc, pour moi, l'Acadie, ce qui est arrivé à l'Acadie, c'est du passé. Mais les causes sont toujours là. La lutte des grandes puissances, les guerres que l'on fait absurdes, les milliards que l'on met chaque année dans la défense, 1 trillion, plus les États-Unis, c'est une absurdité absolue. Pour moi, c'est une absurdité absolue. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'énergie, la combativité, l'activiste en vous qui continue d'être aussi débordant de passion puis de conviction. Il faut que vous continuiez à publier. Vous en avez combien de livres qui attendent d'être publiés? Là, j'ai 3 projets. Là. Il y a celui sur les monuments de l'Odyssée acadienne qui paraîtra au printemps prochain. Ça devait paraître au mois d'août. Mais j'étais malade, incapable de travailler pendant l'hiver, l'automne. Là, ça va bien, j'ai sorti de l'hôpital de nouveau. Et donc, ce livre-là est presque terminé. Il reste quelques chapitres. Il y aura près de 400 pages. Il paraîtrait au printemps prochain. Et on fera le lancement là-bas. Tous mes amis à Moncton y attendent avec impatience. On va faire des lancements. L'autre, c'est... là, il y a la thèse de M. Rioux, ça s'ajoute, ça fait 4, là. Que j'aimerais vraiment publier, mais c'est lié, pas seulement à l'édition, c'est lié à une action en Gaspésie. Oui, donc, c'est de l'activisme pur, là. C'est vraiment ça, là. L'Acadie ici, l'Acadie à Saint-Jean, pour vous, c'est le, comme disent les Anglais, the next best thing. Quand vous allez à l'Acadie, allez-vous y aller pour les fêtes acadiennes? Ah oui, mais j'y vais ça depuis longtemps. Oui, hein? Voyez-vous, c'est que ça qu'il faut quand on a mis sur pied les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, quand on avait annoncé en novembre 2014 que le diocèse fermait l'Église, j'avais écrit un article dans le Canada français appelant la population à participer à la sauvegarde, ce qui a été fait magnifiquement avec les gens qui sont là, M. Jacques Tremblay, Édouard Bonaldo, Clément Godbout, tous les autres. Donc, la première chose qu'il fallait savoir en l'automne, en novembre 80, c'est combien d'argent on avait besoin pour la restauration. Pourquoi ils ferment? Il y avait 2 raisons principales. Monétaires, bien sûr. Il n'y avait pas l'argent pour payer les frais d'administration annuels de l'Église. Ça coûtait 45 000 juste pour que l'Église soit ouverte, 12 mois par année, chauffage, électricité, assurance, entretien. Et leur part qu'ils devaient donner, le curé j'avais rencontré le curé dès la première semaine, au mois de novembre, après l'annonce, c'était au moins 300 000 pour leur part qu'ils devaient fournir. Le ministère paie la grande majorité des coûts. Mais la part toujours une part de la communauté. C'est 2 problèmes. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup. Mais surtout, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de semblable en Amérique du Nord pour ce qui regarde le réseau acadien. L'Église
c'est une œuvre d'art, d'abord, classée au ministère, et il faut en faire la promotion, et c'est ça que je m'active à faire, auprès des Acadiens eux-mêmes en Gaspésie. Je suis allé à quelques reprises depuis les dernières années, depuis 2014, j'ai passé à Radio-Canada à Moncton, à parler de l'Acadie, ils ne connaissent pas. Les Acadiens de la région, ils ne connaissaient pas la valeur, l'ampleur, la valeur de ce site patrimonial unique pour les Acadiens, mais également pour le Québec, donc l'ensemble. Donc, on avait rêvé, moi et M. Tremblay, de faire des concerts, que ce soit, la vocation soit musicale, muséale aussi, parce que c'est un... Donc, c'est un trésor architectural. Un peu tout ça qui est en train de se passer, là, tranquillement, pas vite. Pardon? C'est un peu tout ça qui est en train de se passer en ce moment. Oui, ça se fait. Pas du temps. Lentement, mais sûrement. Oui, la municipalité, maintenant, est propriétaire. C'était une longue négociation avec le ministère. Mais quand vous y allez, c'est l'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est moins loin que l'Acadie. Oui. Mais c'est aussi presque aussi acadien, là, je veux dire. Bien sûr qu'après la déportation... C'est les vraies racines acadiennes. Tu sais, dans mon livre sur les monuments de l'Odyssée acadienne, je fais état des 16 monuments qui ont été érigés à ce jour. Il va y en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui sont en marche. Donc, quand il y a eu la déportation, les Acadiens se sont trouvés, dispersés, aux quatre coins de l'Amérique du Nord, principalement, mais ailleurs aussi. Donc, ils sont allés en Louisiane. Donc, il y a l'Acadie, la Louisiane. Il y a des légers ou des légères en Louisiane. On est descendus tous du même ancêtre, un seul ancêtre pour tous les légères ou les légers acadiens. Il y a des Acadiens au Québec, mais il y en a beaucoup, là. C'est beaucoup de régions, là. On est tous un peu acadiens. Les îles de la Madeleine, la Gaspésie, la Naudière, Saint-Grégoire de Bécancour, Yamachiche, il y en a beaucoup. Ici, Ici, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, mais c'est quand même... Il reste des monuments. C'est un foyer historique, là. C'est un foyer historique de l'Acadie, ici. Ouais. Ici, c'est le village chalet de l'Acadie. C'est mémorable à cause de ce que cette église-là a été construite, mais également embellie par des grands artistes, il faut connaître. La rénovation se fait, et un jour, il faudra que l'on fasse une grande promotion pour attirer, pour avoir non seulement l'activité culturelle que M. Christian Poupard fait, des concerts, il faudrait attirer, et c'est ça que je veux faire, là. Je suis allé en Gaspésie l'année dernière, j'ai parlé à la radio de la région de Baie-des-Chaleurs, j'ai parlé du village historique de l'Acadie, on ne connaissait pas. À l'Acadie également, je retourne en septembre, je vais y aller en septembre en Acadie, de nouveau. Le livre que je prépare sur les monuments de l'Odyssée acadienne, ça sera... également une façon de faire connaître les lieux. Il y en a 16 monuments actuellement. Il y en a 4 au Québec qui ont été à Saint-Jacques-de-Montcalm, ici, à Saint-Grégoire-de-Bécancour. Mais parlez-moi de celui-ci. Alors, celui-ci, donc, il a été inauguré en 2016 et ça coûte 50 000 $ pour ériger ce monument-là. C'est le même partout. C'est M. Jacques Tremblay qui a déboursé l'entièreté des fonds pour payer les 50 000 $. Sans ça, pas... Et donc, c'est une façon, les monuments, c'est une façon de commémorer la déportation, la destruction d'un peuple. Si ça n'avait pas eu lieu en 1855, bien, tout l'Est du Canada serait entièrement francophone, habité par des Acadiens, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont dispersés à travers l'Amérique du Nord. Vous savez quoi, M. Au Québec, surtout. Léger? Le 15 août, pour l'Assomption, oui. On va aller faire un tour au monument. Oui. Moi, je vais faire un tour? Moi, je vais aller faire un tour. Oui, oui. Si vous êtes là, oui, ben, oui. On va prendre une petite marche. Oui. La fête patrimoniale, c'est le 3 et le 4. Oui, mais le 15 août, c'est l'Assomption. L'Assomption, c'est la fête nationale de l'Acadie. Alors, je vous retrouve au monument. Parfait, parfait. C'est bon? Parfait. Merci, M. Léger.